Alors voilà, on a relancé le live et normalement ça devrait fonctionner avec Valère pour ce bouquin écrit avec Mathilde Collat. Ça s'appelle Un bébé pour tout changer. Et normalement, si vous suivez ces conseils, vous devriez changer pas mal de choses dans votre vie. En tout cas, moi, ça m'a été extrêmement utile de le lire. Ça m'a beaucoup intéressé parce qu'il aborde tous les aspects de la vie et tout ce qu'on peut changer, toutes les petites choses qu'on peut changer dans sa vie quotidienne pour faire en sorte que l'arrivée de ce bébé soit aussi une manière de s'intéresser à son avenir. Voilà, il est là. On va pouvoir commencer la discussion avec lui. Valère, il est journaliste à France Inter, notamment. Il a aussi un média qui s'appelle Info Durable. Salut Valère. Salut, ça va? Alors, Bon, j'enlève ça parce que ça me sert à rien. Vous m'entendez bien? ouais, on t'entend bien. On t'entend bien. Bon. Ça roule nickel. T'es un peu à contre-jour, mais c'est pas très grave. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Attends, je vais Ça demander passe, t'inquiète. au mec du Projo de faire un truc. Ouais, c'est Attends, ça. je vais essayer Je de me demande à la décaler. lumière, à l'ingé lumière de faire quelque chose. Là, voilà. Attends. Mais voilà. Écoute, ça va très bien. Donc, je disais que oui, tu avais un média qui s'appelle l'Info Durable et que tu es journaliste sur France Inter et puis que tu as écrit ce bouquin avec une journaliste du Figaro Ouais, qui s'appelle Mathilde Gola. Voilà. C'est un bouquin qui vient de sortir et qui a comme idée, et ça nous plaisait bien, comment est-ce qu'on peut essayer de faire des petits changements dans sa vie avec l'arrivée de ce bébé. Et c'est vrai, on en parlait un petit peu plus tôt dans la journée. L'arrivée d'un bébé, c'est pas forcément le moment où on se dit j'ai beaucoup de temps pour réfléchir à tout ça, alors qu'en fait, c'est un super levier pour changer beaucoup de choses dans sa vie. Hein. C'est ce que tu nous racontes. c'est vrai. Alors, effectivement, c'est important. Tu fais bien de le dire direct. C'est qu'il faut faire attention à ce que ce soit pas le défi de trop en réalité. Ouais, Et les psys le disent, hein, d'ailleurs. On en a interrogé plusieurs. On a vraiment eu un premier chapitre. On voulait justifier le propos. Il s'agissait pas juste de rentrer dans l'art en disant, bah voilà, il y a qu'à Faucon, on a un bébé, c'est parti. On a essayé de partir d'un constat un peu empirique, philosophique, et puis d'aller voir des chercheurs. Et souvent, c'est vrai que c'est ce qu'on nous a dit. Attention, dans certains cas, il ne faut pas se lancer dans 12 transitions en même temps, quoi. C'est énorme la parentalité. Et enfin voilà, pour ouais. nous qui sommes a priori tous parents. Toi, tu es euh, même grand-père. ouais, moi je suis papy. Ouais, À, j'ai l'habitude, on se fout de ma gueule tout le temps quand je le à dis. 40 ans, Mais, c'est non, en ça? général, on tombe de sa chaise d'abord. Ouais. Mais ça fait Ah, son petit effet, hein. Franchement, au début, c'était un peu c'est, bizarre, mais ça maintenant, claque. Hein. c'est la Ah, ouais, punchline. ouais, je trouve ça classe. Donc, attends, t'as deux enfants, c'est ça? J'ai deux Il y en a un que enfants, t'as eu ouais. très jeune. Voilà, j'ai une fille que j'ai eue à 19 ans D'accord. et j'ai un petit Augustin qui a... Donc j'ai une fille de 24 ans Ouais. et j'ai un petit Augustin de 4 ans. Ok. Et en plus, je pense que je vais récidiver au passage. Ah Et ouais. en plus, j'ai une petite fille, une petite Rose de Ouais. 3 ans et demi. Voilà, ma fille nous a fait le bonheur de faire une enfant très jeune aussi. Mais du coup, ce qui Donc, est super marrant, c'est que tu as vu la différence, tu as vécu la différence vraiment et l'évolution de ces 20 dernières années finalement, parce que on n'élevait pas un enfant de la même manière et on n'avait pas les mêmes préoccupations il y a 20 ans qu'aujourd'hui, quoi. ouais, alors moi, mes préoccupations il y a 20 ans, c'était d'arrêter les bêtises C'est et ça. passer mon bac. Ouais. Mais non, mais cela dit, en fait, quand on a décidé d'écrire ce livre, on est vraiment parti de nos expériences perso. Et moi, à 19 ans, j'aurais pas eu Laura, ma fille. Franchement, enfin, je suis nulle part. Je dis pas que je suis arrivé quelque part, mais j'aurais pas fait 8 ans de droit, j'aurais pas été entrepreneur, j'aurais pas fait 12 000 trucs comme ça et je me serais pas bougé. Franchement, Oui. c'était la cata des catas. Et c'est vraiment, mais on est 100 millions à avoir fait ça. Enfin, j'enfonce une porte ouverte, mais un enfant, d'un seul coup, tu dis, bah, j'ai une raison d'être, nanana, et donc c'est un moteur de dingue. Mais donc il y a 20 ans, moi, c'était sortir de la galère, et Ouais. aujourd'hui, là, mon fils, ça a été d'accélérer ma transition plutôt en expérience perso, ouais. Mm. Ouais, c'est que tu dis, c'est faire sa transition écologique, c'est ne plus subir, quoi. C'est ça. L'idée, c'est de prendre les choses en main et d'avancer, et d'arrêter aussi un peu de se plaindre, c'est ça? Oui, en tout cas, je pense que, en fait, quand on a un enfant, on a un besoin de reprendre le contrôle d'une certaine manière. Hum. Parce qu'on va être en responsabilité, on devient adulte, notamment pour le premier. Hein, parfois, il en faut deux, mais en tout cas, on devient responsable de l'autre. Et cet autre n'est pas quelqu'un qu'on aime, j'allais dire, parce qu'on est tombé amoureux ou parce que c'est un papa, une grand-mère,
mais c'est cet amour inconditionnel, c'est ce bout de soi, c'est cette continuité. Et c'est pas juste parce qu'il nous ressemble, c'est un truc qui existe depuis des millions d'années, c'est-à-dire c'est lié au vivant. Et cet instinct qui d'un seul coup émerge fait c'est la première fois de notre existence qu'on se projette au-delà de notre propre vie. C'est-à-dire que ce futur qu'on ne verra pas nous intéresse à travers cet enfant. Et effectivement, là, il y a des trucs qui se mettent en route. Et en fait, je ne sais même plus qu'est-ce que c'était ta question, mais je suis parti là-dedans. Et du coup… c'est un bon moyen de ne plus subir, quoi. Voilà. Oui, voilà. Et c'est que, en fait, les questions… donc ça, c'est le long terme. OK, qu'est-ce qui va se passer? Les générations futures, hein, on est presque dans les ODD de l'ONU, quoi. D'un coup, qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans ou 80 ans, même si moi, je ne suis plus là. Et la reprise du contrôle, c'est de dire… généralement, c'est plutôt au 3e trimestre de grossesse. Notamment pour les papas, parce que c'est vrai que nous, on est un peu déconnectés de ce que ressent. Enfin, on fait du mieux qu'on peut, mais il faut dire la vérité, on ne le vit pas dans notre chair. Ouais, bien sûr. Et c'est le bébé qui bouge, notre chéri qui se transforme, c'est toute cette méta. Et ça devient concret. Et puis, il faut commencer à se dire, OK, alors la piole, il va dormir où, comment, nanana. Et là, il peut y avoir ces questions hyper angoissantes, genre… moi, j'avais fait une interview d'un gars pour les produits ménagers pour une émission sur France Inter que je produisais il y a 2 ans, par exemple. Et le gars me disait, mais en fait, j'ai réalisé ce que j'avais dans mes placards en pensant à mon enfant, quoi. J'ai ouvert un jour les placards, j'allais faire le ménage et je me suis dit, mais je ne peux pas utiliser tout ça alors que j'ai un enfant qui arrive dans 6 mois. C'est pas possible. C'est ça. Et donc, effectivement, on a besoin de reprendre le contrôle. On a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va manger, qu'est-ce qu'il va respirer, qu'est-ce qu'il va toucher, qu'est-ce qu'il va sentir, qu'est-ce qu'il va vivre. Et ça, c'est globalement, quel va être son avenir. Et donc, forcément, d'un coup, tu t'intéresses aux années qui viennent et tu regardes beaucoup plus loin devant toi. Après, il y a une question et on va l'évacuer directement. Je remontre d'abord ton livre parce qu'on me redemande le titre. Il est là, un bébé pour tout changer. Mais il y a une question importante et un mouvement important qui prend de plus en plus de place, qui a même un acronyme américain. C'est quand même la classe, ça s'appelle les GINKS, les Green Inclination No Kids. Donc, c'est-à-dire les gens de tendance verte qui disent je ne veux pas avoir d'enfants parce que je pense que c'est la meilleure chose que je puisse faire pour la planète finalement. Parce que certains disent, certaines études même prouvent que avoir un enfant, évidemment que c'est un coût pour la planète. Et donc, il y a des gens qui se disent aujourd'hui, j'oublie cette idée-là, je mets même de côté mon désir d'enfant parce que j'ai pas forcément envie de l'élever dans le monde qui l'attend. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce que tu y as pensé aussi en écrivant ce livre? Oui, et d'ailleurs, on a publié avec Mathilde une tribune la semaine dernière dans le Huff pour titrer Faire un bébé, c'est bon pour la planète. En lien justement avec cette tendance. C'est très personnel en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une forme de radicalité qui peut être liée à l'angoisse, qui peut être liée à un parti pris très fort. Ouais. Effectivement, ça existe. Mais face à cela, on est sur une ultra-majorité, sur un fait ultra-majoritaire qui est celui de dire le vivant appelle le vivant. Enfin, c'est presque du Edgar Morin. Je me souviens d'un livre que j'ai lu de lui où il explique en quoi la vie est en permanence en recherche de la vie en réalité et que voilà, même un petit pissenlit qui a un petit bout de terre d'1 m², il va fabriquer des petits parachutes un peu plus lourds pour pas tomber sur le bitume et pour se reproduire. Bon, nous, c'est pareil, en fait. On a besoin de ça. C'est un moteur. Ouais. Et alors, pour vous faire une confidence, je suis allé poster une petite vidéo que j'avais faite sur mon livre sur un groupe de collapsologues. Ça s'appelle la collapso heureuse. Donc, ils sont des dizaines de milliers de gens qui attendent la collapse. Ce que j'avais vraiment envie de voir. Non, mais moi, j'aime bien être confronté au truc. Et puis, tant pis, si j'en prends plein la gueule… De toute façon, on en prend toujours plein la gueule. De toute façon, par définition, c'est normal, on prend la parole, donc c'est mérité. Et en fait, les gens, la plupart quand même disaient, alors c'est vrai qu'il y en avait qui disaient, non, il ne faut plus faire d'enfants, mais quand même la plupart disaient, oui, mais qu'est-ce qui va nous motiver à changer, quoi? Qu'est-ce que c'est… Finalement, c'est quoi les générations futures? Qu'est-ce qu'on va transmettre? Enfin, tu vois, donc au final, je pense que c'est en fait ultra minoritaire, je le respecte, c'est personnel, c'est radical. Mais bon, voilà, on est dans un truc qui est
enfin, la nature, ça fait des millions, des milliards d'années qu'elle fait du R&D. Hein. On vante souvent Apple, ça fait 40 ans, ils font du R&D, ils ont 200 milliards de côté. Enfin, la nature, ça fait des milliards d'années qu'elle fait de la recherche et du développement. Ouais. Et on est pensé pour procréer. Donc, on ne va pas changer le logiciel comme ça en 2 jours. On va continuer à faire des enfants. Et tant Oui, mieux. et puis et la bonne nouvelle, celle qu'on a dans ton bouquin, c'est aussi qu'on peut faire beaucoup de choses pour faire en sorte que justement ce bébé qui arrive n'ait pas un impact si fort sur la planète et au contraire qu'il puisse être un levier de changement. Et donc, alors toi, tu démarres, en fait, c'est 9 mois pour tout changer, mais en fait, les 9 mois, ils commencent les derniers mois, le septième mois de grossesse pour aller jusqu'aux 6 mois de l'enfant. Et donc, chapitre par chapitre, comme ça, on va avancer. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une maman enceinte qui réfléchit à tout ça, un père qui l'accompagne à partir de ces 7 mois, par quoi est-ce qu'on peut démarrer? Euh, je pense que la première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'attendre, ou en tout cas, j'aime pas trop les conseils, ça fait un peu incantatoire. Enfin, franchement, il y a tellement de situations, il y a autant de réponses que de situations quasiment. Donc, Non, mais tu parles de pardon l'alimentation, d'avance, par voilà, exemple. c'est un peu dans la logique de ce qu'on a travaillé, mais après, ça peut être commencé par un dernier chapitre ou Oui, aucun de bien sûr, ceux-là, on a dû bien en sûr. oublier, enfin voilà. Mais vraiment, le premier truc, c'est qu'il ne faut pas s'emballer. Pourquoi? Parce que euh, la petite enfance et la parentalité, c'est un marché économique énorme. Ouais, C'est pas mal, c'est un constat. Donc, ça veut dire que derrière, il y a des enjeux marketing énormes. énorme. Ouais. Et Ça, on s'en rend vite compte. Ouais. on confond souvent euh, je t'aime autant que ce que j'ai et je t'aime autant que ce que je suis ou que ce que je t'aime en définitive. Donc, Ouais. on se rassure parce qu'il y a aussi on est un peu au bord de la falaise là, on a peur de ce vide, cet inconnu, quand on va basculer dans un. C'est quand même assez dingue comme expérience. Et surtout, ce qu'il ne faut pas. Enfin, j'aime pas ce il faut pas. Surtout, ce que je pense qu'il vaut mieux ne pas faire, Voilà. c'est d'acheter plein de trucs en se disant ça va le Ouais. faire. Donc, c'est-à-dire la petite poussette et puis le machin en plus de la poussette et puis l'option bidule, la table à allonger plus, 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 plus. Il y a même des cosy qui bougent tout seuls. Enfin, il y a des. Il y a- Ah, mais voilà, c'est incroyable ce qu'on on peut trouve. dépenser 15 000 euros, faire des listes de naissance de malades, se ruiner, s'endetter, aller chez son Ouais. synco, je sais pas Ouais. quoi. Mais honnêtement, au final, pour l'avoir vécu quand même maintenant 2 fois et demi avec ma petite fille et tout ça, en fait, ce bébé, il va avoir juste besoin de se coller à vous. Et il va avoir besoin que vous soyez très résilient parce que c'est super dur, vous allez moins dormir, nanana, enfin tout ça, tout Mhm. ça. Et il va avoir besoin de bien manger, d'être au chaud, de beaucoup d'amour, et puis qu'on lui change beaucoup ses couches. Et puis voilà quoi. En fait, Ouais. non mais honnêtement, il n'y a même pas besoin de, je sais pas, la table à langer par exemple, ça tient a pas besoin, ça prend de la place pour rien, ça, honnêtement, ça sert un peu à. Enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. Les Tu l'as hochets, fait on peut comment toujours ta mettre. table à langer, toi, alors? Bah, je sais pas, tu mets sur un lit, enfin, on s'en fout, sur une table, c'est vraiment, enfin, on peut en Pas avoir besoin une, c'est d'acheter pas un grave. meuble pour ça, quoi. Voilà. Ça paraît pas indispensable. C'est comme les hochets. En fait, un enfant, il a comment dire, des circuits neuronaux qui sont pas du tout les mêmes que nous. Donc, en gros, il est en alu permanente. C'est un petit bébé, il Mhm. est, il est, il est en alu permanente. Tous Dans les l'extrait. merveilles. Ouais. C'est-à-dire que voilà, là, la petite télécommande derrière moi, là, il peut bloquer dessus pendant Ouais. vraiment une demi-heure, quoi. C'est incroyable. Et on lui rajoute plein de trucs de couleurs qui bougent, etc. Bon, ben, voilà, il y a plein de choses comme ça. Et ensuite, là où il faut faire gaffe, c'est que il y a des meubles qui dégagent des phtalates, des composés organiques volatiles, il faut les acheter un petit peu à l'avance. Il y a des précautions à prendre en termes de santé. Mhm. Il y a des choix à faire sur les couches, il y a des choix à faire sur les On va y fringues. revenir. Mais Enfin, justement, par exemple, sur les meubles, parce que, bah, par exemple, il va falloir lui acheter un petit lit, un matelas. Quel conseil là-dessus tu peux donner? Comment est-ce qu'on peut se fournir? Qu'est-ce qu'on peut faire? oui, alors, enfin, encore une fois, c'est personnel. Il y a des gens, ils ont besoin, par exemple, que ce soit tout neuf. C'est-à-dire, Mhm. c'est un reset, on part de zéro, c'est notre enfant et on a envie d'un terrain vierge. C'est personnel, hein. Ou des gens, ils s'en foutent complètement. Et donc, ça dépend des situations, mais là encore, moins c'est mieux quelque part. Et j'aime pas trop donner des conseils parce que ça dépend de chacun une fois de plus. Mais pour les meubles, par exemple, en fait, votre enfant, il a besoin d'aucun meuble à la base. Enfin, il s'en fout. Il a besoin d'un lit et encore, il va probablement dormir près de vous les premiers mois. Enfin, Mhm. hein, on est d'accord, on va Ça pas le poser. incruste pas mal, ouais. Ouais. On rentre pas de la maternité, puis on le met dans sa chambre tout Non, seul. non, non. Il a été dans le ventre de la maman et il s'est développé pendant 9 mois. Il a besoin du contact. Donc, je pense qu'il faut en fait attendre.
Euh, on peut se faire donner des habits, en acheter d'occasion, éventuellement en acheter neuf, mais très peu. Parce que le 0,1, ça sert 2 jours, voire ça ne sert pas du tout. S'il naît qui fait 4,5 kg, le 0,1, ça ne sert pas. Et ainsi de suite, quoi. Et puis, on peut démarrer et être à flux tendu sur tout ça, je pense. Parce que, encore une fois, cet enfant, il va avoir besoin, pour le coup, là, il a vraiment besoin pas d'amour et d'eau fraîche, mais de l'amour et du lait frais, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, qu'on Bah, l'allaite ou pas, c'est tout. tu donnes un chiffre, hein, c'est 1 500 euros, c'est ce que dépensent en moyenne les parents en équipement de puériculture pour un premier enfant. Au deuxième enfant, en général, et le troisième, c'est plutôt 1 000 euros. Mais ça reste quand même important. Alors qu'effectivement, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est le message que tu nous passes aujourd'hui. Euh, il y a un autre sujet que tu abordes ensuite, parce qu'il faut qu'on avance, mais c'est les couches. Ça fait l'objet de tout un chapitre, parce que c'est un thème important, c'est vrai. Moi, je réalisais pas. Un enfant, c'est 4 500 couches. Voilà, pour ses premières années, 3 tonnes de déchets par enfant, juste pour les couches. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose sur lequel on peut faire le plus bel effort. Donc tu nous parles évidemment, alors tu nous parles des couches lavables, on va en parler, mais tu nous dis déjà que il y a des marques plus ou moins vertueuses. Tu en cites quelques-unes, June, Love and Green, même Pommettes d'Intermarché, elles sont citées dans ton livre, ou Lotus. Elles ont quoi de mieux que les autres, celles-là? Elles ont, elles sont un peu moins pires. En fait, une couche, c'est fait notamment avec des matières d'abord chimiques et ensuite Ouais, des matières naturelles comme le coton. Et le coton, en gros, c'est un quart des pesticides dans le monde, c'est utilisé pour la culture du coton, grosso modo. Donc, en gros, le coton, il y a des pesticides à l'intérieur. ouais. En tout cas, des pesticides ont permis sa culture. Tous ces Sauf le agents coton chimiques. bio, mais c'est une toute petite partie. Alors voilà, c'est là que les marques plus, on va dire, éco-responsables peuvent être intéressantes. Mais Ouais, même si là, les fabricants se sont un petit peu améliorés, notamment ces derniers mois, j'ai vu qu'il y avait un rapport qui était sorti il n'y a pas longtemps, ça va un petit peu mieux. Mais ouais, en gros, il faut se dire qu'un bébé, c'est une éponge. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur un être à la fois extrêmement sensible et très fragile dans ce qui respire, dans ce qui touche, etc. Donc, au moins, on le met en contact avec des produits chimiques, au mieux c'est. Or, la couche, il a H24. Voilà, je pense qu'il n'y a pas plus à dire. À partir de là, essayer de prendre des couches plus éco-responsables, mais donc un peu plus chères, c'est toujours ouais, pareil. Et ça, ouais, c'est un vrai débat. Enfin, c'est pas le sujet là, ouais. mais c'est un vrai sujet. Il y a dans certains cas, l'écologie est vraiment source d'économie, très très souvent, mais dans certains cas, il faut dire la vérité, Ça coûte plus euh, cher. c'est plus cher. Ouais. Donc, il y a des couches éco-responsables labellisées, voilà, écolabel européen et autres, et ça, c'est vraiment pas mal. Et après, c'est vrai qu'il y a le sujet de la couche lavable, mais là, on est dans un autre registre. Ah oui, alors ça, j'ai vu qu'il y avait même des groupes de soutien sur Facebook pour les parents qui passent aux couches lavables parce que c'est très compliqué, c'est ça? Moi, j'ai jamais essayé, hein, je t'avoue. J'aurais pu en avoir le fantasme à un moment, mais je trouvais que c'était déjà tellement de travail, un bébé, que j'ai jamais eu le courage de le faire. Ouais. Euh, est-ce que tu recommandes, toi? T'as testé? Non, alors j'ai testé, mais franchement, ça demande une certaine organisation. En fait, ce que je recommande, et c'est là qu'il faut arrêter de culpabiliser tout le temps les gens, parce que sinon, c'est nous qui portons tout. Finalement, notamment depuis le mois de mars, c'est les citoyens qui portent tout. Donc ça Ouais, c'est suffit. vrai. Ouais, Ce que je recommande, c'est que les collectivités qui gèrent la petite enfance, donc les crèches, les maternités, elles proposent des couches lavables. Ça, ce serait super. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est prescripteur. Donc ça permet de montrer aux parents une autre voie, un autre chemin. Et Mhm. parce qu'ils consomment beaucoup, ces collectivités-là, elles consomment beaucoup. Il y en a, hein, il y a une maternité en Ile-de-France, ils sont toutes aux couches lavables. Ouais, Euh, et ça, c'est top. Voilà, ça, ce serait vraiment super parce que ce sont des professionnels, ils peuvent s'organiser pour. D'autant que les couches, c'est rien d'autre que du marketing, puisque généralement, en fait, les marques filent les couches en fait hein, aux collectivités parce que c'est prescripteur. Mhm. Donc ça, c'est ce que il me semblerait être intéressant. Il y a pas mal de crèches qui s'y sont mis aussi quand même. Ça Voilà, commence. c'est en train de se Ouais. développer et c'est vrai que ça, c'est intéressant. Après, à titre individuel, c'est pas que ça change grand-chose sur une journée type. En fait, ça change grand-chose sur l'organisation qu'il y a derrière, c'est-à-dire
le nombre de machines, le turnover des couches lavables entre elles, les histoires de taille, etc. Moi, j'aurais plutôt tendance à préconiser de faire appel à Il y a des boîtes qui font de la sous-traitance où ça reste gagnant en termes de coûts. On parle de Ma Petite Couche, par exemple, qui est sur l'Île-de-France, mais il y en a un peu dans toutes les régions. On en parle dans le livre. Et en fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous amènent des couches propres, lavables. Ils récupèrent les couches souillées dans des sacs hermétiques. Ils s'occupent de les laver, puis ils les refont tourner. Et ça, c'est cool. Et ça reste que le bilan écologique reste correct avec ça. Parce que je me souviens de l'ADEME qui avait dit que finalement, entre couches lavables ou couches jetables, il n'y avait pas une si grande différence. Sauf si, comme écologiquement enfantin, là, qui réagit, sauf si on utilise ces couches pour plusieurs enfants et qu'on les réutilise plusieurs fois, quoi. Donc, t'as perdu? Ah, ça y est, je vous ai retrouvé. T'es revenu. C'est bon. Donc, ouais, le bilan écologique de ces couches lavables, il est toujours positif pour toi? C'est vrai que, alors, honnêtement, pour trouver une étude fiable sur le sujet, il n'y en a pas vraiment. L'ADEME l'avait évoqué, mais elle n'est pas hyper récente. Pour avoir publié des trucs là-dessus, d'ailleurs, il y a des lobbies qui vous tombent dessus, côté couche lavable et côté couche jetable, en disant non, c'est pas juste, machin. En gros, l'ADEME avait l'air de dire que tout dépend du lavage, effectivement. Il faut les laver à 40 degrés, je crois, etc., parce que ça peut être consommateur d'énergie. Pas laisser chauffer ce linge. Voilà, donc il faut éviter ça, etc. Globalement, si on est sur un mode de transport qui est plutôt écologique et qu'on est sur un type de lavage qui est sobre, il me semble avoir compris que c'était quand même mieux. En fait, le vrai problème de la couche jetable, c'est son impact déchet, quoi. Elle finit enfouie ou incinérée et donc elle a un cycle de vie qui est pas terrible. Mais ça a tendance à s'améliorer quand même. Il y a autre chose dont tu parles, justement, on en disait un mot là, des crèches. Moi, c'est un truc auquel je n'avais pas pensé, ça m'a vraiment intéressé dans ton bouquin. C'est de faire gaffe justement à son mode de garde. Moi, c'est vrai que j'étais déjà très content d'avoir une place en crèche, donc je ne me suis pas trop interrogé sur ce qu'il y avait derrière. Mais j'ai découvert qu'il y avait des crèches plus ou moins vertueuses, qu'il y a même un label pour les crèches, hein, c'est ça? Ouais. Oui, le mode de garde, c'est super important parce que, alors effectivement, quand on a la chance d'en avoir un, moi aussi j'ai galéré, notamment en région parisienne. Mais quand on a la chance d'en avoir un, bien souvent d'ailleurs, on ne choisit pas et on le dit dans l'ouvrage. Hein, on est content d'avoir une place. Ouais. T'es content d'avoir une place, quoi. Voilà. Mais quand on a la possibilité de choisir, ou qu'on a la possibilité après de discuter avec la direction ou d'en parler avec les élus quand c'est une crèche municipale en délégation, ce qui est la plupart du temps le cas, en fait, c'est des délégations de services publics, ou qu'on est carrément sur une crèche parentale où il y a une gouvernance du collectif des parents. Ça existe de plus en plus sur des petits formats. La réflexion est la suivante, c'est que l'enfant va y passer 6, 7, 8, 9 heures par jour. Donc, il va dormir en gros, il va y avoir un tiers à la maison avec les parents, un tiers à la crèche et un tiers du dodo. On se dit quand même, si un tiers du temps, alors qu'on fait des efforts de dingue, qu'on fait gaffe, etc., il respire des saletés pour le ménage. Enfin, voilà. Et en fait, quand on s'est intéressé au cahier des charges qui s'impose aux crèches, c'est un cahier des charges qui est essentiellement sécuritaire et sur les bases sanitaires. Mais il n'y a pas d'enjeu de transition écologique, ni dans l'éducation, ni sur le plan, j'allais dire, santé finalement, parce que c'est extrêmement lié. Donc, même sur l'alimentation, par exemple, tu n'as pas d'obligation d'être en bio. Il n'y a aucune obligation. Voilà. Alors, en fonction des communes, etc. Voilà. Il existe un label qui s'appelle Écolo-Crèche, qui est géré par l'association Label Vie, enfin Label plus loin VIE, qui propose d'ailleurs aussi un label pour les nounous maintenant, parce qu'évidemment, il y a les cadres collectifs et puis les cadres particuliers ou en tout cas en petits groupes, avec des assistants maternels ou des assistantes maternelles, parce qu'on dit tout le temps assistantes maternelles, mais il y a aussi des assistants maternels. Et qui effectivement pose un cadre un peu comme un label, un écolabel, voilà, et qui donc du coup sur un certain nombre de sujets cadre l'activité et permet de rassurer les parents sur un certain nombre de critères, notamment autour du ménage, de l'entretien, de l'éducation, de l'alimentation, etc. Donc ça c'est pas mal. Ouais. Bon, et puis alors il y a beaucoup de choses dont tu parles aussi, comme la finance, par exemple, on n'a pas le temps d'en parler, mais de faire des placements qui sont intéressants pour son avenir et pour l'avenir de la planète. Enfin voilà, c'est vraiment un livre intéressant que je vous recommande de lire. Un bébé. Merci. Changé. Là, on a fait un condensé en quelques minutes.
Le but, c'est pas de vous mettre la pression. Alors, au contraire, c'est plus de se dire qu'on peut tous faire des petites choses et que c'est vrai que notre enfant est une bonne clé pour changer et pour changer notre quotidien. Je vais faire un truc très écolo pour terminer. Je vais passer ton bouquin à quelqu'un d'autre. Voilà. Plutôt qu'il l'achète. Franchement, ce serait dommage. Mais bien sûr. Quelle idée. Ça s'achète pas. Tellement sympa. J'adore cette conclusion. Je vais le faire gagner sur Instagram. On va s'occuper de ça. Voilà, comme ça, on le dédicacera, on le passera au suivant. Merci Valère d'avoir été avec nous en tout cas. Merci à vous. Bravo pour tout votre travail. Merci beaucoup. C'est un bonheur. À bientôt Valère. Salut. Salut. Voilà. C'est la fin de ce live. Dans un instant, Nathalie Le Breton. Nathalie Le Breton débarque. À tout de suite.